Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Signia Corporation? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les rapports financiers de la compagnie, les états financiers de la compagnie, excusez-moi. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Donc, je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo ainsi que la Top Newsletter qui, elle, est gratuite. OK? Compagnie d'assurance, essentiellement, c'est de la gestion du risque. Donc, faites attention, lisez toujours vos rapports financiers. Surtout avec, enfin, même pas surtout avec ce genre de compagnie, parce que je pense déjà que si vous êtes abonné sur cette chaîne, vous savez que ce n'est que normal de le faire. OK? Encore plus ici, sur ce genre d'entreprise. OK. Qu'est-ce que je regarde en premier? Croissance des revenus. Est-ce que nous avons des revenus stables, croissants, stables, décroissants ou bien croissants? Ici, on a une croissance exponentielle des revenus. Donc ici, c'est essentiellement une acquisition simple. Ce genre de variation, il ne peut pas avoir de croissance comme ça, sauf élément exceptionnel. Donc vous pouvez aller regarder ici dans acquisition. Vous allez remarquer qu'on a fait une acquisition à cette période-ci. D'accord? Donc ici, on a fait une acquisition ici à cette période. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a pris de la dette? Est-ce qu'on a émis de nouvelles actions, etc. OK? Donc, qu'est-ce que la nouvelle acquisition a apporté en supplément? On a une croissance des revenus ici. En termes vu que c'est une compagnie d'assurance, je vais passer directement à la marge nette. D'accord? Donc, en termes de marge nette ici, dans net income, j'aimerais bien voir une compagnie d'assurance qui a des marges assez stables ici. OK? Donc, net margin ici, qu'est-ce que ça va nous donner? On a ici des net margins aux alentours de, disons, voilà, 3 points. Voilà, quand je prends une médiane ici, la marge nette, on a une marge nette ici aux alentours de 5,25%. Sur les 20 dernières années, à peu près ici, on a du 5,38%. Sur les 10 dernières années, on a 4,90%. Et vous pouvez remarquer ici que si on prend en yearly, d'accord, donc on va le mettre comme ça, voilà. Donc sur les 10 dernières années, ici on a 4,97% plutôt. Quand on regarde les 20 dernières années, on est à peu près aux alentours de 5,48%. Donc, si on compte 2019, 2021, 2022, on a des marges moins élevées que d'habitude, que la moyenne qu'on a sur les 20 dernières années. Est-ce que c'est dû à l'acquisition? Est-ce que c'est dû au fait que l'environnement compétitif est de plus en plus compliqué? Point d'interrogation. C'est important à aller regarder. En termes de prévision ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, quand je prends ici Ici, la compagnie s'appelle comment encore? Signia Corporation. On prend ça, on va vérifier en tout les prévisions au moins sur les 3 prochaines années en termes de marge. Ce n'est que de l'information supplémentaire ici. C'est une façon de voir si on s'attend à des marges plus élevées ou bien moins élevées. Parce que votre rôle, ce sera d'aller vérifier dans les rapports financiers pourquoi est-ce que ces marges sont moins élevées et si elles peuvent revenir à une certaine moyenne. OK? Donc, en termes de marge nette ici, voilà, on s'attend à des marges nettes aux alentours de 3%. 2,84, 2,93. Donc, les marges nettes seront moins élevées que ça. Mais attention, remarquez que les marges de free cash flow ont tendance à être bien plus élevées que ça. C'est une compagnie d'assurance et voilà, on peut avoir, vu qu'on a fait une acquisition ici, on peut avoir tendance ici à déprécier plus qu'on en a besoin normalement pour la dépense en capital. Bon, techniquement, il n'y a pas trop de la dépense en capital ici et voilà, je pense pas qu'elle soit également exagérée. Il faut comparer les deux ici. Donc ici, on s'attend, en moyenne, on a à peu près on s'attend à avoir des marges moins élevées que ça. Ça, c'est déjà un drapeau jaune. Pourquoi? Même si les revenus en termes de volume, même si les bénéfices nets et les free cash flow en termes de volume seront plus élevés, ça doit déjà ça doit déjà c'est déjà suffisant pour prêter attention à la compagnie. Enfin, ça devrait déjà vous intriguer. OK? Ça devrait vous intriguer. Parce que là, on sort des marges, on avait des marges plus élevées, là, on aura des marges moins élevées. Oui, peut-être qu'on a fait une acquisition ici, le temps d'intégrer la nouvelle acquisition, ou bien on a fait une acquisition ici qui n'a pas des marges assez. La nouvelle entité n'a pas. L'entité dont on a fait l'acquisition n'a pas des marges assez élevées. Donc peut-être en attendant de la remettre ici en. Voilà. De la remettre ici au même niveau que l'entité précédente ici, donc l'état stationnaire avant l'acquisition ici, ça va prendre un tout petit peu de temps. Donc en tout cas, il faudrait aller regarder ça ici. Moi, tout ce que je constate ici, c'est qu'on aura une baisse des marges. OK? On aura une baisse des marges, une hausse, une hausse du chiffre d'affaires, une baisse des marges en termes de pourcentage, mais une croissance en termes de volume. Parce qu'il faut faire la différence entre les deux. OK? Donc, qu'est-ce que je vais donc prendre ici judicieusement? Donc, je vais aller alors, on va le prendre ici on va le prendre ici en estimation. Je prends le 3,70% ici qu'on a par rapport au free cash flow. Parce que vous pouvez comparer les free cash flow et net income ici. Les free cash flow sont plus élevés que ça. De toutes les façons, il faut aller vérifier dans les rapports financiers. Pourquoi? 3,70%. On s'attend à un revenu de combien? 244
milliards 914 millions. Est-ce que c'est un business assez prévisible? C'est une question qu'on devrait se poser. Donc, c'est une compagnie d'assurance. Généralement, ce genre de business-là, c'est quand même assez prévisible en termes de chiffre d'affaires. On va quand même essayer d'aller regarder ça ici. Est-ce que c'est assez prévisible? Le analyst scorecard ici, ils ont tendance à avoir raison. OK, mais attention, ça, c'est le chiffre d'affaires par action. Attention, il suffit juste que le nombre d'actions diminue pour qu'on ait un chiffre d'affaires élevé de manière ici mécanique. OK, donc on vérifie déjà le nombre de chiffres d'affaires ici. Donc le nombre d'actions ici, vous constatez que le nombre d'actions diminue. OK, donc faites attention. Mais on peut s'attendre ici à avoir un chiffre d'affaires ici assez élevé ici. Donc, si on fait ceci, c'est un business ici, vu que c'est une compagnie d'assurance, c'est pas un business qui va s'échanger à plus de 17 fois les bénéfices. Je dirais même qu'on va avoir tendance à être aux alentours de 15 fois les bénéfices par là. Évidemment, il y a des compagnies d'assurance qui s'échangent à 20 fois les bénéfices, un peu comme les United Hills, mais faites toujours attention ici. Il ne faut pas prendre un multiple parce que l'entreprise a l'habitude de s'échanger à ces niveaux-là. Prenez le multiple ici au niveau de l'industrie. Essayez de comprendre pourquoi est-ce que l'autre s'échange à des multiples bien plus élevés que voilà, ses concurrents directs ici. OK? Donc, ici, parce qu'il faut, si vous allez la comparer au price to earning ici de United Hills, vous allez vous tromper parce que United Hills, c'est une compagnie assez enfin, ils font pas exactement la même chose de la même façon. D'accord? On va le dire comme ça. Parce que United, c'est deux business en un. Même si les deux business sont complémentaires. OK? Quand on prend la médiane ici des free cash flow, on constate quoi? On constate ici qu'on a à peu près 13 fois les bénéfices, 14 fois les bénéfices ici. Donc, quand on dézoome, on est à 14 fois les bénéfices. Donc, on peut sensiblement être également à 15 fois les bénéfices par là. Ça ne dérange pas. OK? Oui, je sais que j'ai pris les free cash flow, donc techniquement, on aura tendance, vu que les free cash flow sont plus élevés que les net income, on aura tendance à avoir un multiple moins élevé que ça. Mais prenez en considération qu'on va racheter des actions également ici. Prenez en considération également qu'il y aura un dividende qui va être distribué. Prenez en considération qu'il y aura un remboursement de la dette également ici. Donc, faites attention. On va aller directement ici. Alors, je prends ça. Je vais prendre ici les free cash flow ici attendus en 2025. C'est 9 milliards 68 millions. On n'aura pas exactement 9 milliards 68 millions. Faites attention. On aura plus que ça ou moins que ça, avec une marge de près de 20%. Donc faites attention, ça reste une prévision, histoire de se dire jusqu'à quel niveau on peut aller. OK? Faites très attention. Parce que quand on prend les prévisions, c'est facile ici de se laisser berner par ce genre de chiffres-là. Mais comme je l'ai toujours dit ici, ce n'est pas le target ici qui est important, c'est le raisonnement derrière le target qui est important. OK? Donc, 9 milliards 68 millions fois 15 fois les bénéfices, moins la dette nette. La dette nette ici, face graft, on ira regarder ça rapidement ici. Dette nette, financial, je vais voir ceci, fund graft. La dette nette ici par action, combien est-ce qu'on a en date d'aujourd'hui? On a à peu près au dernier quarterly ici, qu'est-ce qu'on a par action? On aura à peu près 82,30$ par action. 82,30$ par action. On a combien de millions d'actions en date d'aujourd'hui? Donc, on va regarder le Financial Testament ici. Combien de millions d'actions en date d'aujourd'hui? On regarde le quarterly. OK. Quarterly ici, nombre d'actions. On a à peu près aux alentours de 299 millions d'actions. OK. Donc, je fais ça. On a fait 9 milliards 68 millions fois 15 fois les bénéfices. D'accord. Divisé par 299 millions d'actions, divisé par 299 millions. Ça donne combien? 455$ l'action. 455$ l'action moins la dette nette. Quel est le niveau de dette nette qu'on a en date d'aujourd'hui? On l'avait vu tantôt tout à l'heure. On retourne regarder ça ici sur FundGraft. Le niveau de dette nette en date d'aujourd'hui est de combien? On ferme, on ouvre. Ça donne combien? En quarterly, on aura 82,3. Donc 82 milliards, excusez-moi, c'est pas 82 milliards, moins 82,3. D'accord, 82,30 $. Ça donne ici au total 372,61. Donc, idéalement, on s'attendrait à avoir un prix aux alentours de... Enfin, pas le max, je n'aimerais pas dire le max ici, mais le target ici est aux alentours de 373$ l'action, qui prend en considération ici le chiffre d'affaires de 2025, les marges de 3,70% sur le chiffre d'affaires de 2025 ici, 15 fois les bénéfices, d'accord, moins la dette nette actuelle, ok, divisé par le nombre d'actions actuelles. Donc, la dette nette peut changer, le nombre d'actions peut changer, le price target ne peut pas également, les marges attendues peuvent être plus élevées ou moins élevées, le chiffre d'affaires plus élevé ou moins élevé. Donc, faites attention ici. Donc, il faut à peu près regarder si c'est un business assez prévisible. En termes de prix, qu'est-ce qu'on a en date d'aujourd'hui? L'entité en elle-même cote à combien? L'entité cote aux alentours de 249$ l'action. Donc, on pourrait se dire qu'il y a peut-être, je dis bien il y a peut-être ici une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. OK?
Si l'entreprise ici vous reverse la totalité des bénéfices nets attendus à cette période-là, à savoir 9 milliards 68 millions, ok, divisé par le nombre d'actions à 299 millions d'actions, d'accord, on est à peu près à 30 dollars et 32 sous. Vous remarquez ici qu'on sait 2025. Or, ici, 2025, on s'attend à 31,86 en termes de net income, en termes de free cash flow, 31,54, donc peut-être bien plus que ça. Donc, faites attention. Donc, par rapport au chiffre d'affaires aujourd'hui, donc par rapport au prix actuel, à savoir 249 dollars l'action, je veux mettre à 250 dollars l'action, ça donne ici un rendement sur prix d'acquisition de 12%. Évidemment, c'est une compagnie d'assurance, donc techniquement, ici, le rendement, c'est une entreprise qui change à 15 fois les bénéfices, donc on demande généralement 6,66% de rendement ici. Donc, si on vous facture 12% ici, ça, c'est sans prendre en considération la dette, hein. D'accord? Donc, il y a peut-être, je dis bien, il y a peut-être un potentiel, une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. D'accord? Donc, lisez les rapports financiers, essayez de comprendre par rapport à l'environnement concurrentiel, qu'est-ce qui se passe, parce que je sais que c'est très réglementé, les assurances aux États-Unis, et je sais qu'il y a beaucoup de situations au niveau du Medicaid, Medicare, ce genre de choses-là. Il faut regarder à peu près la législation est peut-être en train de changer. Je ne dis pas que ça va impacter négativement les entreprises ici, mais ça ne se limite pas juste au rendement de dividendes, bénéfices nets ici. Il faut regarder la dynamique dans ces industries-là. OK? Comme d'habitude dans toutes les autres entreprises d'ailleurs. Donc ici, ça pourrait être assez intéressant au prix actuel. Évidemment, le dividende ici, il est assez safe. Il est à 1,97% en date d'aujourd'hui. C'est également une entreprise qui a l'habitude de racheter ses actions. Elle vient juste de commencer à verser un dividende. Il y a de fortes chances. Enfin, elle vient juste de commencer à verser un dividende croissant. On va le dire comme ça parce qu'elle versait déjà un dividende avant. Et il y a de fortes chances que ce dividende va continuer à croître. Sachez également qu'il y a beaucoup de consolidation dans ce secteur-là aux États-Unis. Donc, il ne serait pas exclu que Cigna rachète une autre entité ou se fasse racheter. OK? Bon, enfin, si le législateur le permet également. En tout cas, je pense que pour moi, Cigna également ici mérite déjà premièrement être dans une watchlist. OK? Et ça pourrait être une opportunité d'investissement en date. Je suis assez intriguant pour plonger à peu près le nez dans les chiffres. D'accord? Les marges sont assez correctes. La dette est assez gérable également ici. Les bénéfices nets ont tendance à croître. Les revenus ont tendance à croître. Donc, c'est assez intriguant. Ok? Ceci n'est que mon point de vue. Je peux également me tromper. Je me réserve d'ailleurs le droit de le faire. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium et on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci.